logique-là. Alors, une fois que vous avez validé, maintenant vous allez dans la production de ce que vous faites. Et là, on est dans une logique de design classique, que probablement vous avez connaissez, ou les étudiants vont l'avoir plus tard. C'est que quand vous avez un produit, ben, vous définissez ses fonctionnalités. Par la suite, ces fonctionnalités, vous cherchez les spécifications techniques. Après les spécifications techniques, vous faites les concepts, vous générez les concepts. Et une fois que vous générez les concepts, vous essayez de vérifier les concepts. Et vous les vérifiez généralement de manière numérique. Donc la majeure partie de ce congrès, il est situé dans cette partie-là où les gens développent, parce qu'on est en recherche, développent des méthodologies d'un point de vue numérique pour pouvoir aller valider des produits qu'on peut aller par la suite produire ou des tests, comme c'est Rachid hier on a parlé. À cette étape-là, on va faire la simulation numérique, mais à la fin, il faut, dans l'industrie aéronautique, le challenge, c'est la sécurité. Et on est obligé de tester. Donc ici, il y a la partie test que Rachid a présenté hier, où il faut vraiment tester dans cette partie. Donc vous comprenez que moi, je suis allé plutôt en amont du process pour voir comment générer des opportunités. Et là, on arrive à la partie plutôt ingénierie, où on développe des choses un peu plus, je dirais pas plus classiques, mais des choses qui sont assez maîtrisées parce qu'on a des process quand même depuis les années, depuis le début du siècle. Et donc on a quand même un retour et on a un retour d'expérience et on a d'expérience. Comparativement que je viens de présenter, qui est très récent et qui date de quelques années, peut-être moins d'une dizaine d'années, en fait, dans l'industrie. Alors, pour vous expliquer encore mieux, je vais aller un peu plus loin. Et je vais aller dans ce que j'appellerais le pensée de la... Parce que design thinking, si on peut le traduire en français, ça va être la pensée design. Donc, allons dans la pensée de la pensée design thinking. Quand vous raisonnez comme ça, quand vous raisonnez dans les trois dimensions, quand vous êtes sur ces trois dimensions, une première chose que vous devez savoir, c'est des choses qui sont contradictoires. Parce que quand vous cherchez quelque chose qui est désirable, et vous allez dans la solution technologique, il y a de la contradiction. Quand vous allez capturer pour vous-même, il y a de la contradiction. Et c'est une contradiction que nous, humains, on ne peut pas supporter dans notre cerveau. On veut chercher une solution le plus tôt possible. Maintenant, je vais aller dans les mécanismes. Qu'est-ce qu'on utilise comme mécanisme lorsqu'on raisonne de cette manière-là? Lorsqu'on est dans la partie faisabilité, qui est la solution technique, on est dans notre domaine. On est dans le rationnel. On est dans une approche qui est déductive. La majorité du temps, la majorité des cours que vous suivez dans votre cursus, c'est du déductif. Quand vous entrez dans un cours, on a A, B, et j'ai quelque chose de nouveau qui est le C. Peut-être dans des cours de design, vous pouvez avoir de l'inductive design, de l'inductive thinking. L'idée, c'est que j'ai le B, c'est quoi le AC qui éventuellement vont me donner le B. Ça, on l'a, mais dans quelques cours. Mais ce qui est nouveau dans ce raisonnement-là, c'est qu'on fait appel à ce qu'on appelle le abductive thinking. C'est l'imaginaire, c'est l'intuition. Parce que quand vous allez dans cette partie-là, ce n'est pas du rationnel. Vous ne pouvez pas rationaliser ce que le client a besoin comme valeur. Mais c'est plutôt des hypothèses, des choses que vous, dépendamment de votre imagination, de votre intuition, que vous développez, mais que vous validez par la suite. Et donc, vous comprenez que dans cette logique-là, on est dans une logique qui est holistique, on fait appel à différents modes de pensée, et que nous tous, notre mode de pensée, il est vers la gauche. Et que, généralement, l'abductive thinking n'est pas encouragé dans l'école. C'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui est même découragé d'aller rêver ou d'imaginer des choses que vous ne pouvez pas rationaliser. Et donc, pour aller encore plus loin dans cette logique-là, oui, j'ai oublié de vous dire que la capture, elle est très importante. Parce qu'une des choses qu'on néglige, c'est la capture. Et quand je dis capture, ce n'est pas nécessairement pécunier, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi émotionnel. Et surtout, quand vous développez quelque chose, vous travaillez sur une start-up, ce que vous cherchez, c'est plutôt de l'émotionnel. C'est une énergie qui vous permet d'aller travailler plus. Si vous n'avez pas de motivation, si vous n'élevez pas votre motivation, si vous travaillez une start-up, Elon Musk, quand il travaille dans l'automobile, il ne pense pas à l'automobile quand il fait dans X-Space, il veut aller, il fait des satellites. Le gars, il est en train de penser à aller sur Mars. C'est complètement contradictoire à la logique. Mais c'est ça, c'est le fait qu'il rêve. C'est ça qui lui donne l'émotion
pour pouvoir réaliser des choses qu'on croit impossibles. Et ce qui fait que l'émotionnel est très important. Vous tous, vous avez tous travaillé sur des projets. Combien de projets vous avez abandonnés? La majorité. Parce que la motivation, vous êtes au départ euphorique et tout ça, mais après le temps, et vous laissez tomber. Parce que la motivation n'y était pas. Et la motivation, il faut la construire. Il y a un psychologue américain qui a essayé de chercher pourquoi les gens étaient heureux. Quelle est la condition pour être heureux? Il a trouvé qu'il y a un état. Il y a un état peut-être que vous connaissez dans le domaine qu'on appelle le flow. Où vous êtes là, vous travaillez sur quelque chose que vous n'avez aucune notion de temps. Et c'est le moment où vous êtes vraiment créatif, où vous pouvez aller dans l'objective thinking, amener des choses nouvelles. Et c'est vraiment dans cet état-là qu'il faut être. Et vous ne pouvez pas être dans cet état-là si vous n'élevez pas vos objectifs. Si vous pensez à des objectifs très terre à terre, généralement, vous n'avez pas de motivation. Mais si vous pensez, vous faites une start-up, vous ne pensez pas à l'argent, vous pensez à changer votre pays, à changer votre environnement, à faire un impact sur votre environnement, vous aurez la motivation d'aller beaucoup plus loin. Mais si vous pensez juste acheter une voiture et une villa et épouser une belle femme, ça ne marchera pas. Et la motivation va s'arrêter à un bon moment. Et donc, je disais que ça c'est très important et c'est le moteur, c'est le driver, c'est celui qui vous permettra d'aller plus loin. Et donc, ce qui fait quand on travaille dans le projet, aussi la manière de capturer est très importante. Alors, plongeons encore plus profond. Allons dans notre cerveau pour voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on raisonne dans ce raisonnement. En fait, lorsqu'on raisonne, on a deux modes de raisonnement. On a un mode qui est concentré. C'est le mode qu'on utilise lorsqu'on est dans un cours bien particulier, lorsqu'on est en mathématiques, lorsqu'on est en informatique, ou n'importe quel cours. C'est une discipline qui, par simplicité, on a pris les mathématiques, on a pris l'informatique, on a pris la chimie, on a séparé pour pouvoir mieux passer le message. Mais bien sûr, vous savez que les mathématiques tout seul, la chimie et la physique ne servent absolument à rien si on les met ensemble pour traiter un problème réel. Ce qui fait que lorsque on est dans une spécialité, on a un mode qui est focus. Et biologiquement, dans notre cerveau, on utilise une partie bien spécifique. Si on fait un RML sur notre cerveau, on va regarder une partie bien spécifique dans notre cerveau qui est en train de travailler. Et ça, c'est l'inductif. C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est le process inductif. Mais lorsqu'on est dans l'abductif, on a un autre mode de pensée. Il y a un mode de pensée qui est un mode diffus. C'est le moment où vous pensez, vous êtes allongé, vous pensez à un problème ou à quelque chose. Vous êtes vraiment plongé et votre cerveau utilise toutes les parties de votre cerveau. Et là, vous êtes dans l'imaginaire, vous imaginez des choses, vous amenez des choses. Et même en recherche, les gens qui ont amené des choses n'ont pas amené par un mode focus, l'ont amené par Einstein, c'est quelqu'un qui passait à rêver des choses. Il a développé des choses dans la partie déductive. Mais les idées nouvelles ne viennent pas déductives. Vous ne pouvez pas prendre A, B, vous donnerez C. C'est plutôt dans l'abductif qu'on amène des choses qui sont nouvelles. Et donc c'est le mode diffus qui permet d'aller plus loin et d'amener des idées nouvelles et d'utiliser les cerveaux. Et le cerveau, on utilise le néocortex, celui qui nous sépare en fait des animaux, mais aussi le système limbique qui est dessus et qui est de l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, c'est très important. Quand vous êtes dans cet état émotionnel, vous avez tout votre cerveau qui est en train de fonctionner, vous pouvez amener des idées nouvelles et des idées brillantes. Dans le domaine de start-up, mais aussi dans la science. Et donc, ce qui fait que ce mode diffus est complètement absent à l'école. C'est quelque chose qui n'existe pas dans une, quand je dis école conventionnelle. Et tout ce qu'on a, on a du déductif. Ce qui fait qu'un des problèmes dont on n'est pas conscient, c'est que le système qu'on fait aujourd'hui, c'est un système qui est complètement contradictoire à l'innovation. Plus encore, il n'est pas que contradictoire, il est toxique à l'innovation. Parce que quand vous faites quelqu'un qui pense d'une certaine manière complètement au raisonnement qu'on demande et qu'on demandera demain dans le marché du travail, ça rend la tâche plus difficile que quelqu'un. Et il y a plein d'études qui ont été faites. Il y a une étude par exemple sur la divergence. La divergence, c'est la capacité à amener des idées nouvelles. Lorsqu'on demande à quelqu'un à la maternelle, il peut tout dire. Vos enfants, ils peuvent dire tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes formaté
à l'école. Et donc on a fait une expérience, et à la maternelle, la capacité de divergence est de 98%. Quand on arrive à l'université, elle descend à 2%. Parce qu'on a été formaté qu'il y a une seule solution avec le logique de déductive. Alors, vous pouvez me dire, ça c'est une mauvaise nouvelle. Si on est venu ce matin-là pour nous dire que tout ce qu'on a fait, ça sert absolument à rien, c'est pas ça qu'on attendait. Heureusement, la chose est réversible. Et que chaque moment où vous pouvez commencer à travailler, vous pouvez développer cette capacité. Et ça, justement, grâce à la magie de la neuroplasticité. Vous ne le savez peut-être pas, mais notre cerveau, il a une agilité incroyable. Que, premièrement, que le cerveau peut créer des neurones à n'importe quel âge, même à 90 ans, et que les connexions, parce que quand l'apprentissage se fait par des connexions de neurones, j'ai oublié de le dire, c'est vraiment quelque chose de biologique. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, et j'espère que vous apprenez quelque chose à partir d'aujourd'hui, si vous sortez, il y aura des connexions dans votre cerveau de plus. Alors, c'est des connexions qui vont se faire entre les neurones. Et grâce à cette neuroplasticité, le cerveau peut changer à n'importe quel âge. Complètement. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des gens qui ont perdu complètement une partie de leur cerveau et qui ne font pas bouger leurs mains, mais avec la pratique, ils ont été capables, leur cerveau a été complètement transformé pour permettre des choses. Et donc, ce qui fait, grâce à la neuroplasticité, on peut apprendre ce thinking à n'importe quel âge.